Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de La Belle Entreprise, une émission aujourd'hui très pratique et pédagogique, mais qui va intéresser tous les créateurs d'entreprises, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Michel Jean-Baptiste qui a dirigé la rédaction des fiches outils de la création d'entreprise aux éditions Erol. Michel, bonjour. Bonjour. Alors évidemment, on ne va pas traiter de tout le livre parce qu'on n'a que 13 minutes, mais ce que je vous propose, c'est de prendre quelques fiches, pas au hasard parce qu'on a préparé l'émission quand même, et puis que vous nous dites un petit peu les points de vigilance pour l'entrepreneur, peut-être quelques questions aussi, ou quelques conseils. Voilà ce que je voulais dire précisément, quelques conseils. Et donc le premier module de l'ouvrage, c'est connaître la réalité de l'entrepreneuriat avec une fiche posture entrepreneuriale entre fantasme et réalité. Donc en abordant ce thème, quels sont les points de vigilance que vous avez voulu mettre en avant et sensibiliser les entrepreneurs? Alors ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est 75 fiches en tout, et on démarre par cette fiche-là, très importante. On a voulu mettre en avant le fait qu'il y avait un gap énorme entre d'un côté l'idée qu'on se fait de l'entrepreneuriat et la réalité de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on se fait quelle idée de l'entrepreneuriat? En gros, c'est quoi les clichés qu'il ne faut plus avoir? On a tous et toutes en tête des modèles d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément des entrepreneurs dans la vraie vie en plus, c'est-à-dire des dirigeants. On a en tête, en fonction de sa génération, J.R. Ewing dans Dallas. On a en tête... Vous n'avez pas plus récent parce que, ma je génération... Je sais. Ça me fait un coup aussi quand je dis ça à mes étudiants qui me disent « Ah, Dallas, c'est quoi ?» Mais bon, typiquement, des profils qui sont des profils d'âge, des profils de posture, même en termes de vêtements. On imagine toujours le chef d'entreprise alors d'un certain âge, en règle générale c'est 45-50 ans. On imagine homme très souvent en costume-cravate. Avec une grosse voiture. Avec une grosse voiture. On imagine un très grand bureau. On imagine qu'il a plein de collaborateurs et de collaboratrices. Donc on se fait toute une idée. Donc on se fait des idées et partant de ces idées-là, ça peut être des freins. Parce qu'au final, on se dit, finalement, c'est peut-être pas pour moi. C'est pas pour moi parce que j'ai pas forcément cette posture-là. On imagine parfois qu'il faut des diplômes. Ou inversement, on a l'idée et le fantasme du self-made man qui se fait tout seul avec son $1, sauf qu'on est en France et qu'il faudrait le faire différemment. Donc, l'idée, c'est de casser tous ces clichés pour se dire que finalement, il n'y a pas une posture, mais des postures, qu'il n'y a pas un profil d'entrepreneur, mais des profils, et que le meilleur profil de l'entrepreneur qui va bien, c'est quand même le sien de profil. C'est-à-dire qu'il faut faire aussi en fonction de sa personnalité, en ayant conscience quand même qu'il faut plus qu'une posture, il faut des aptitudes. Et c'est là-dessus d'ailleurs qu'on enchaîne derrière sur quel type d'aptitude il faut avoir pour être un bon entrepreneur. Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut être entrepreneur ? Alors, à titre personnel, je suis persuadée que tout le monde peut, s'il veut. Voilà. Vouloir faire quelque chose, vouloir produire quelque chose, ça vous donne des ailes, ça vous donne la capacité d'aller solliciter des personnes pour rendre le projet possible. Donc, on a des personnes qui, sur le papier, ne correspondent pas au prototype, j'allais dire, de l'entrepreneur tel qu'on l'imagine. Donc on dit par exemple, un bon entrepreneur doit forcément s'y connaître en chiffres. Eh bien, on a des gens dont on sait qu'ils ne s'y connaissent pas, mais ils vont avoir l'aptitude d'aller demander à des profils de bien savoir s'entourer. Et donc, typiquement, oui. Par contre, ce qu'il faut, c'est avoir le goût du risque, c'est avoir le goût et la capacité de s'adapter. Si on est dans la logique à se dire que la journée, c'est 8h, 17h, ça ne va pas le faire. Hein. Si on est dans la dynamique à vouloir quelque chose de très figé, de très sécurisé, ça ne va pas le faire non plus. Donc tout le monde peut, s'il a envie, s'il a un projet et s'il s'en donne les moyens. Oser se lancer. Le deuxième module, prendre des précautions utiles avant de se lancer, avec une fiche qui est consacrée, et là on va vraiment être dans le pratico-pratique, connaître son marché et formaliser son offre. Oui. Est-ce que là aussi, c'est indispensable avant de se lancer, de connaître son marché? Alors moi, je fais souvent le parallèle de l'entrepreneuriat avec la construction de la maison. Quand je veux construire une maison, il faut d'abord que je m'inquiète de savoir à quel endroit je vais construire ma maison. Si je construis ma maison sur un marais, ça ne va pas le faire. Donc, connaître son marché, en fait, c'est pareil, c'est repérer le terrain. C'est repérer aussi les acteurs sur ce terrain
pour bien connaître, pour savoir si c'est possible ou pas, pour savoir s'il y a une place ou pas, et ensuite arriver à formaliser ce qu'on veut faire. Je reprends l'exemple de la maison. Si je n'ai pas d'idée en tête bien formalisée de la maison que je veux construire, ben je vais avoir du mal à déjà moi-même m'y mettre, mais je vais avoir du mal à solliciter d'autres profils, typiquement l'architecte, l'entrepreneur en bâtiment. Ben c'est pareil pour une entreprise. Très important. Et je sais que c'est pas si simple que ça et que ça demande du temps, mais comment on connaît son marché? Il y a des outils, qu'est-ce qu'il faut faire? La fameuse étude de marché? Alors, la fameuse étude de marché, c'est à double tranchant. Parce qu'en fait, la fameuse étude de marché, on se l'imagine comme un rapport qu'on va demander à quelqu'un de précis, qui s'y connaît, etc. Ça peut effectivement passer par là. Mais c'est des petites questions toutes bêtes, l'étude de marché. C'est de savoir à qui on s'adresse, c'est mettre en place un petit questionnaire pour savoir si ce que l'on veut proposer peut intéresser. C'est repérer les acteurs, c'est faire des recherches. Donc l'étude de marché, soit on fait appel à un cabinet, mais moi je pense à toutes les startups, je pense à tous les auto-entrepreneurs, je pense aussi aux entrepreneurs qui ne sont pas encore formalisés sous cette forme-là, qui sont étudiants, qui sont salariés, qui ont envie de se reconvertir, n'ont pas forcément la possibilité, n'ont pas forcément les moyens financiers d'aller voir quelqu'un. Donc c'est déjà aussi aller à la recherche, aller à la quête. Donc évidemment, si on peut faire des questionnaires et puis avoir des pros autour de soi. Mais oui, ça passe par du basique. Encore une fois, toujours le bon sens. Hein. Le bon sens, c'est, je ne sais pas, si j'ai envie de vendre des vestes, eh bien il faut que je me pose la question de savoir à qui je vais vendre ces vestes. Parce que si je ne sais pas à qui je les vends, je ne vais pas bien les fabriquer. C'est quelque chose d'aussi simple que ça. Et quand vous parliez de la formalisation de l'offre, ça passe par ça aussi. Formaliser son offre, c'est pas juste se faire plaisir en se disant voilà, c'est la meilleure veste du monde que je vais présenter ou c'est le meilleur site du monde que je vais présenter. La vente derrière. Et c'est donc ça, bien sûr. Ouh là là, oui. Autre module, savoir se faire accompagner. Oui. Alors moi, je fais souvent la promotion dans l'émission La Belle Entreprise de l'accompagnement. Je vais être un peu naïf sur cette question-là, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas réussir seul? On ne peut pas réussir seul, je ne pense pas. Mais par contre, on peut être un entrepreneur solo qui sait s'entourer. Alors ça, on en parle aussi dans le livre. Il y a un autre module. Là, c'était se faire accompagner, mais effectivement, oui, vous l'avez évoqué aussi justement, un petit peu parce qu'en fait, on a des natures. Il y a des personnes qui vont avoir envie d'être tranquilles, de ne pas être en équipe. Pour autant, ces personnes-là, elles vont avoir besoin à un certain moment de fournisseurs, de prestataires, de personnes qui vont les accompagner. Et dans notre module sur l'accompagnement, on ne se limite pas aux personnes qui accompagnent, j'allais dire, les pros. On imagine toujours, alors bien sûr, on en parle, on a créé des fiches dessus, l'expert comptable, l'avocat, l'assureur, le banquier, enfin, des gens utiles. Mais on a besoin aussi de se faire accompagner par d'autres voies. Et c'est pour ça que je parle aussi dans le livre du confident. Parce que c'est très important. Un entrepreneur est souvent seul, même quand il ne l'est pas. Haut format de l'entrepreneur qui monte son business à plusieurs en équipe, on reste seul quand même, on reste seul face aux doutes. Au médiateur, au parrain, au mentor. Oui, voilà, au parrain, faut au mentor. avoir un gros réseau. Le réseau, c'est la clé. Sans réseau, on ne peut rien faire. Et le réseau, pas au sens où on pourrait l'imaginer, vous voyez, le truc un peu bizarre, le club où on est adhérent et où c'est très très secret. Le réseau, c'est votre voisin de palier. Le réseau, c'est votre boulanger à qui vous allez dire, voilà, je recherche un graphiste en ce moment, vous ne connaîtriez pas un graphiste. Et son fils est graphiste, et ça exemple. tombe bien, il recherche du boulot. Donc effectivement, le réseau, c'est la proximité aussi. Jamais. Autre module, alors qui vous tient particulièrement à cœur, c'est mettre en place une protection juridique adaptée et principalement la protection de l'entrepreneur. Donc là aussi, quelle est la vigilance qu'il faut avoir sur cette thématique? La vigilance première, c'est que je le constate chez mes clients, chez mes étudiants, chez mes voisins, chez tout le monde. Je constate une chose, c'est quand on entreprend, on est tous pareils, on pense à son produit, on pense à son service, mais on s'oublie. Et quand on s'oublie, le problème, c'est qu'on ne se protège pas suffisamment. Donc la protection, c'est pas uniquement se dire je veux me protéger vis-à-vis de mes concurrents, c'est aussi je veux me protéger et si jamais le produit ne fonctionne pas, et si jamais la boîte coule, comment ça se passe pour moi en tant que chef d'entreprise. Donc c'est séparer, par exemple, enfin, c'est un des conseils, mais séparer le patrimoine personnel du patrimoine professionnel. Oui, par exemple. Ça va avoir des conséquences pratiques sur le choix de la structure juridique, par exemple, en se disant, bah là, moi, je suis sur une activité qui est un petit peu trop risquée, donc si je me lance en libéral, j'ai une confusion des patrimoines professionnels et personnels, mais là, il vaudrait peut-être mieux choisir un format société commerciale, même si je suis tout seul, en EURL ou en SASU, par exemple. Et se protéger
protéger, c'est aussi son capital santé et faire attention de ne pas se faire bouffer par son métier d'entrepreneur Oui. et par la pression. Oui, parce que vous savez, ce qui se passe, c'est que quand on entreprend, un entrepreneur est passionné par ce qu'il fait. La plupart du temps, si on entreprend, c'est qu'on a envie de faire des choses. Et donc, pour peu qu'on soit passionné et qu'en plus, on ait la pression financière, c'est-à-dire que si on ne bosse pas, ça ne rentre pas. Ouais. Si ça ne rentre pas, ça ne tourne pas, eh bien, on risque de faire des journées à rallonge, sans s'en apercevoir. Et d'ailleurs, j'ai fait intervenir dans le livre un médecin urgentiste spécialisé dans le stress qui nous a fait le plaisir de nous faire une fiche dessus pour dire attention, le burn-out vous guette, entrepreneur. Ce n'est pas que dans les entreprises. Là aussi, autre cliché, on pense souvent que l'entrepreneur, comme il est à son compte, tout roule pour lui et que forcément, il peut s'organiser comme il veut. Donc, à la limite, entre 4h et 5h de l'après-midi, il va à la plage. Non, il est à fond et il est à fond. Il n'y a pas de week-end. Il n'y a pas de vacances. Moi, je connais des entrepreneurs. Il faut faire attention, justement. Oui. Le burn-out, Oui. c'est justement quand il n'y a plus de week-end, qu'il n'y a plus de vacances et qu'on passe 12 Oui, puis ça va heures vite. Et ça va très très vite parce que comme on est dans la passion de son activité, on s'oublie un peu. Je parle aussi de la conciliation des temps de vie personnels et professionnels. Gare au divorce. Qui peut arriver. Aussi, non, tout à fait. C'est loin d'être un bien cliché. sûr. Ça arrive, Ça arrive hélas souvent. trop souvent. Et parfois, ça arrive dans la foulée de la faillite. Alors là, c'est que du bonheur. Il paraît qu'il y a les 3D. Dépôt de bilan, divorce et dépression. Exactement. Mais heureusement, il y a des bons conseils pour éviter d'avoir ce genre de problème. Alors, on n'a pas pu évidemment tout aborder parce qu'il y a 75 fiches. Donc, évidemment aussi, je vous renvoie sur les fiches outils de la création d'entreprise. En un mot, mais vraiment un mot, pourquoi vous avez décidé de publier, de rédiger ce livre alors que les ouvrages en matière de création d'entreprise sont déjà nombreux? Pour une raison très simple, c'est qu'on manquait dans le paysage de fiches organisées comme des consultations privées. Et quand on est un entrepreneur, parfois on a les moyens d'aller voir tous ces spécialistes au départ et de se faire accompagner. Parfois on ne les a pas. Et l'idée c'était que chaque fiche soit rédigée comme une consultation privée pour l'entrepreneur avec des choses très pratiques, très concrètes. Du concret. Michel, merci beaucoup. Donc je rappelle aux éditions Erol, les fiches outils de la création d'entreprise. Et Michel était venu aussi avec un petit cadeau, c'est le dernier livre qu'elle a sorti qui va avec en fait, c'est Libérez-vous de la pression du travail. 10 étapes pour s'en sortir, c'est aux éditions Fortuna. Donc on l'a dit dans l'émission, c'est bien d'être entrepreneur à 200%, mais il faut savoir aussi lâcher un petit peu, prendre du recul et se libérer de la pression du travail. Encore merci. Avec grand plaisir. Et en attendant la semaine prochaine, que le souffle de la création et que l'esprit du travail, mais pas trop, vous accompagne. Bravo. Merci.